Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Ici on raconte ce qui ne se voit pas toujours, les parcours sinueux, les choix courageux, les doutes, les déclics et ces moments de bascule qui changent une trajectoire. À chaque épisode, des personnalités inspirantes ouvrent la porte de leur vraie vie, celle où l'on se cherche, où l'on se relève, où l'on ose, parce qu'au fond, ce sont ces histoires-là qui nous transforment. Bonjour tout le monde, bonjour Anzo. Je peux t'appeler Anzo ? Mais oui. Bienvenue dans Éclosion. C'est un plaisir de te voir. Ici, on explore, tu sais, les histoires de vie et les moments de bascule qui transforment des carrières. Et toi, justement, tu es spécialiste du recrutement. Tu es diplômé d'Éclore aussi. Et tu parles de formation, de la formation et de la marque employeur. Ouais. C'est bien ça ? Tout à fait. J'ai bien tout... Tout à fait, tu me résumes bien. tout résumé. Et tu accompagnes aussi des parcours en tant qu'agent de carrière. Exactement. Donc ça tombe bien. J'avais envie de parler de tout ça avec toi. On va aussi revenir sur ton parcours, tes choix, tes échecs, mais aussi sur la manière dont les entreprises doivent repenser l'attraction et la fidélisation des talents aujourd'hui. Ouais. C'est un sujet qui est très Gros important. sujet. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement avant de démarrer ? Oui, tout à fait. Mais déjà, je suis hyper heureuse de participer à ce podcast parce que moi, Éclore, enfin l'ESC Po à l'époque, ça a été vraiment une école qui a été hyper importante pour moi. Ouais. Tu vois, pour te dire, c'est vrai que dans les écoles que j'ai pu voir pendant les concours, en fait, c'est vraiment celle qui m'a le plus marquée. Oui. D'ailleurs, à Ce l'époque, que tu j'avais disais, été, tout à l'heure, ouais, j'avais été accueillie par Certes Mathurin. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. que tu as eu Énorme. dans le podcast. Je l'adore, Certes. Donc, ça a été l'une des premières personnes avec qui j'ai eu un contact lorsque je suis arrivée à l'ESC Po. Et moi, surtout, en fait, c'est une école qui m'a marquée parce que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était l'une des écoles qui avait le plus fort taux d'apprentissage. C'est toujours le cas, ouais. Voilà, Ouais, le plus grand nombre de places en apprentissage. Ouais. Tu as fait l'apprentissage, toi ? Ouais. Tu as fait un parcours en alternance, ouais. Exactement. Et en fait, moi, ça, c'était vraiment un élément qui était hyper important pour moi parce que je tenais à me payer mon école. Oui. Je ne voulais pas faire peser cette charge sur mes parents et donc je tenais à faire l'apprentissage. Ce qui me plaisait aussi dans cette école, c'est qu'il y avait eu de très forts taux de boursiers qui s'y trouvaient. Et pareil, je trouvais qu'en termes de typologie d'étudiants, c'était des étudiants qui avaient eu 1000 vies, souvent, c'est vrai, qui avaient déjà eu plusieurs métiers, plusieurs expériences, qui avaient dû s'en sortir par eux-mêmes. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Et je trouve que c'est ça, une ça a pas beaucoup excellente changé. chose. Enfin, moi, ça me plaisait énormément parce que je ne suis pas moi-même boursière, mais j'ai beaucoup apprécié en fait cette mentalité de se dire je peux compter que sur moi-même, j'ai pas d'autre choix que de réussir et pour y arriver, j'ai déjà eu 1000 vies. Et moi je me suis vraiment dit c'est avec le type d'étudiant que j'ai envie d'être. Carrément. C'était pareil pour moi. Quand je suis arrivé en tout cas à Pau, j'ai ressenti ça aussi. Ouais. Tu sais l'ambiance tu vois très familiale, très on est entre nous. C'est pas une grosse école, c'est une toute petite école, hein. Faut dire ce qui est. Mais très chaleureuse, ouais. C'est avec vraiment des gens celle vrais, qui m'a le plus marqué lors des concours. Ouais, pareil, ouais, pareil. Et bon, pour moi, c'était il y a plus de 20 ans maintenant, tu imagines. On dirait pas. Le temps file. Le temps passe trop vite. Le temps file. C'est un truc de fou. Et ouais, non, mais c'est vrai, c'est une école très familiale. Et du coup, c'est à ce moment-là, c'est quand tu étais étudiante à l'école que ta carrière s'est dessinée vers les RH ou c'était plus tard ? Ouais, complètement. Parce que c'est vrai que, tu vois, pour te refaire un petit peu le fil, moi je viens d'une famille qui est quand même assez engagée pour beaucoup de causes. D'accord, ok. Qui finance beaucoup d'associations, qui fait beaucoup de dons. Donc moi j'ai 2 parents ingénieurs. J'ai une maman ingénieure mécanique et un papa ingénieur chimiste. Ah ouais, ok. Donc j'ai grandi dans ce type d'environnement un petit peu industriel. Et après, j'avais un papa qui était vraiment très 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 engagé pour pas mal d'associations, mais notamment une association où on parrainait des enfants dans des familles pour leur permettre de faire des études. Ah oui, trop bien. Et donc en fait, depuis toute petite, on écrivait à ses enfants, on voyait également leurs bulletins de notes. Toi, tu écrivais à ses enfants ? Tu avais une sorte de correspondance Donc on a vraiment grandi comme ça, avec mon papa qui nous a toujours montré la face de leur vie versus la nôtre. Et donc de se sentir vraiment chanceux, privilégié. Voilà, de tout ce qu'on avait. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment, du coup, énormément marqué. Et donc, à la base, je voulais travailler dans l'humanitaire.
D'accord, ok. Ouais. À la base, je me voyais responsable de missions humanitaires dans des pays étrangers. Ça, c'était le plan initial. Je vois. Parce que tu vois, dès mes 12-13 ans... Hop. Des fois, il peut y avoir des petits bruits. Alors, je l'ai pas expliqué au début, au démarrage, parce que je vous dis, on se lance comme ça dans l'aventure. Mais on est à l'hôtel le 6, Oui. l'hôtel Le 6 à Paris. Donc, on enregistre là dans un petit coin de l'hôtel, très sympa d'ailleurs. Et il peut y avoir quelques bruits, peut-être un peu de musique en fond sonore, vous inquiétez pas, tout va bien. Vas-y, je te laisse continuer. Désolé pour cet aparté. Tu vois, moi à peu près dès mes 12-13 ans, j'ai voulu commencer à collecter des fonds pour des associations. Donc moi, l'association qui me parlait le plus, c'était Médecins sans frontières. Ouais, ok. Parce qu'effectivement, il y a aussi pas mal de médecins dans ma famille et je trouvais qu'on a énormément de chance en France d'avoir toute la santé qui est gratuite, etc. Et que ce n'était pas du tout le cas, notamment pour ces enfants. Et donc j'ai commencé en fait par faire des concerts de collecte de fonds. Donc moi j'organisais les concerts pour générer des revenus pour notamment Médecins sans frontières. Et en fait je me destinais vraiment à ce type de métier jusqu'à ce que je pousse vraiment le bouchon au point d'aller rencontrer des salariés de Médecins sans frontières. Donc j'ai passé une soirée avec notamment 2 d'entre eux. Et là ils m'ont expliqué vraiment la réalité du terrain. Ouais. Les enfants qui meurent, les gens qu'on ne pourra pas aider, les convois qui explosent, les attaques, c'est dur, les enlèvements. Mais attends, mais quand tu étais ado, ils t'ont expliqué tout ça ? Ouais. Ah ouais, ok, ouais. Chaud. Vraiment au moment de choisir mes études, donc ça devait être à peu près l'année du bac lorsque je les ai rencontrés, parce que je parlais de ce projet vraiment autour de moi. C'était à l'époque où j'organisais ces concerts. Ouais. Et du coup, on m'a orientée vers eux. Et donc, c'était un responsable de mission et une infirmière. Ouais, ils t'ont presque dégoûté du truc, quoi. Alors, non, mais le point qui est très bien, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment eu un discours de vérité. Ouais, ils étaient honnêtes. Ouais. Eux, ils t'ont pas fait rêver, quoi. Ils t'ont dit, voilà, si tu veux rentrer là-dedans, c'est comme ça, quoi. Voilà. Et donc, passionnant. Et j'ai continué d'y penser encore pendant un moment. Parce que justement, juste après, j'ai fait un BTS commerce international pour vraiment étudier la logistique. Parce que je voulais faire de la logistique humanitaire. Donc vraiment, toute la logique d'acheminer des convois dans des pays étrangers par différents moyens, le plus vite possible, de façon sécuritaire, évaluer les besoins sur place, etc. Et donc, tu vois, j'ai quand même poursuivi dans ce mode-là. Je t'ai dit, attends, il y a un truc, mais je vais quand même y aller. Parce que j'ai envie que ça change, que ça s'améliore peut-être. Ouais. Et puis, vraiment, donc, ils m'ont dit la réalité du terrain. Ils m'ont dit, tu sauveras pas tout le monde, tu vas voir des gens mourir, tu vas risquer ta vie. Toute la réalité des choses. Et il y a vraiment eu un moment, quand j'ai eu mon BTS, après avoir étudié justement la logistique, où je me suis dit, mais en fait, sur un terrain de guerre, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et en fait, est-ce que tu es la bonne personne pour arriver à gérer sur un terrain de guerre comme ça ? Est-ce que tu supporteras ce que tu vas voir ? Et là, je me suis dit, en fait, est-ce que tu peux pas continuer à développer des choses en France, continuer à collecter des sous en France ? Est-ce que tu ne seras pas plus utile en France à générer des fonds pour les associations plutôt que d'aller là-bas et peut-être d'être traumatisé parce que je vais voir. Voilà, c'est ça, traumatisé, puis que ça s'arrête comme ça, brutalement, parce que... Donc tu vois, c'est en fait, au final, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, en fait, je vais donner un pourcentage de mon salaire tous les mois. Et lorsque je recevrai des primes, pareil, je verserai un pourcentage de mes primes et dès que j'aurai l'occasion de collecter des fonds, je le ferai. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à tenir et qui en fait justement me booste aussi parce que pour moi, signer un recrutement, ça signifie aussi un don. Ah oui. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que la prime de recrutement partira en partie Mais pour tu fais ça encore aujourd'hui, frontières. tu fais ça tout le temps, tu fais ça depuis cette décision-là, tu n'as jamais arrêté de faire ça. C'est génial. Non. C'est trop bien. Ouais. Donc, après, c'est vraiment important pour moi, quelque part. Je me dis, j'ai pas eu le cran d'aller là-bas. J'ai pas eu le cran. Mais par contre, je peux bosser ici, je peux faire de mon mieux. Et avoir un impact. Pour apporter et avoir un impact là-bas. Donc ça, c'était hyper important pour moi. Ok. Donc tu vois, c'est vraiment au cours de l'ESCPO où je me suis rendu compte que les ressources humaines, quelque part, c'était aussi une forme de logistique.
parce qu'il y a un besoin. Quand tu étais à l'école, tu étais dans une asso humanitaire ou... Parce qu'il y en avait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a des projets humanitaires, mais il n'y a pas d'asso. Et à l'époque, je crois qu'il y avait... comment elle s'appelait Épopée, non? Tu n'étais pas dans l'Épopée? Peut-être. C'est vrai que moi, à l'école, la première année, j'étais vraiment mais tu étais en alternance en plus après. Sur le fait de trouver l'alternance. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je t'avoue que j'ai travaillé vraiment énormément. Je n'ai pas beaucoup participé aux soirées. J'ai travaillé énormément et une fois que j'ai trouvé l'alternance, donc j'ai trouvé l'alternance chez Quicksilver Europe à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean, ouais. Je travaillais énormément. Parce que la mer, je ne l'ai pas beaucoup vue. Ouais, ok. Ouais, mais tu avais ton objectif de réussir, de gagner de l'argent. Et puis je voulais absolument me faire une expérience. Et puis j'étais aussi hyper attachée à ma tutrice chez Quicksilver qui avait énormément de travail. Et donc, on a fait des gros horaires. Ouais. Des très gros horaires. Et en résumant tout ça, si j'ai envie de te poser une question, si ton parcours pro, tu as été une playlist, ce serait quoi le titre phare de la playlist? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ta question. Parce que tu vois, moi j'ai vraiment je recrute en musique. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Et en fait, j'ai énormément de playlists et je m'en sers selon l'ambiance, selon ce que j'ai à faire. D'accord. Ça m'aide à me focus. Ok. En fait, tu vois, je me suis beaucoup intéressée à un post, c'était Grégoire Gambato qui avait fait un post à l'époque. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès sur LinkedIn. Je vois pas trop, mais... Et il avait fait un post hyper intéressant qui était sur le réflexe à la Pavlov, donc un réflexe pavlovien. Réflexe pavlovien, ouais, je vois, ouais. Qui peut être fait notamment avec de la musique. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, moi, pour arriver à rester focus, en fait, je me mettais certaines musiques pour certaines actions. Il faut qu'il y ait une forme de répétition. Et en fait, au bout d'un moment, effectivement, quand tu te mets cette musique, tu te mets dans un état de flow. Et quand tu l'entends, tu travailles. Voilà, tu travailles. Ouais. Parce qu'effectivement, en fait, en recrutement et notamment en chasse de tête, tu vas chercher des profils pendant des heures. Donc, tu vas faire défiler des milliers de CV, tu vas regarder des milliers de profils LinkedIn, tu vas laisser un grand nombre de messages vocaux, tu vas envoyer des tonnes de messages et il faut rester focus. Il faut rester hyper focus. Confonde. Faut pas, voilà, faut rester focus pendant plusieurs heures et du coup, j'ai effectivement plein de playlists. Et puis après, moi, la musique, c'est aussi hyper important parce que, par exemple, dans mon ancienne société, donc LR Technologies, j'avais mis en place le fait qu'on s'envoie la musique de la semaine. Ah ouais? Et donc, chaque semaine, il y avait quelqu'un qui était nominé et qui envoyait sa musique de la semaine. Genre une chanson ou plusieurs? Une chanson. Une chanson. Okay. Et qu'est-ce qui l'a rendu heureux cette semaine? Ok. Et en fait, par la musique, je trouve que c'est une grosse transmission d'émotions, c'est un très bon moyen de se connaître et puis surtout d'avoir le mood dans différentes agences. Ouais. Et je trouvais que c'était hyper sympa de finir la semaine en musique. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, moi, au bureau, j'ai un gros casque anti-bruit et puis j'ai de tout. En termes de playlist, ça va de ACDC à Kungs, à Bodem. C'est un éventail large. Ouais, c'est hyper large. Ça dépend du moment. Quoi. Donc après, tu vois, te dire une musique, il y en a quand même une qui revenait pas mal. C'est Magic Key de One T. Je ne sais pas si tu te souviens de celle-là. Parce que c'est vrai qu'elle elle parle pas mal d'équipe. Et en fait, moi, vraiment, j'ai l'impression d'absorber le mood d'une équipe. Notamment lorsque je recrute pour elle. J'essaie vraiment de m'imprégner de son style, de qu'est-ce qu'ils aiment, de qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Et donc, pour arriver en fait à trouver la bonne personne qui va s'interfacer avec eux. Ouais, ça c'est ton travail de tous les jours, c'est de trouver des bonnes personnes au bon moment. Constituer des équipes. Ouais, okay. Ça me plaît énormément. Oui, parce que pour en revenir à me présenter, on va dire, plus largement. C'est vrai qu'on fait des bons, tu vois, des sauts dans le temps. Mais c'est ça qui est sympa. C'est bien, c'est ça qui est sympa, c'est que, tu vois, moi, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans que je suis RH et recruteuse. Ouais. Et j'ai commencé par un stage en chasse de tête chez Adecco en Irlande. Ça, c'était ta première expérience? Ouais, première expérience de recrutement. Après l'école ou Pendant l'école. Pendant l'école. Pendant l'école. Okay. Stage de bachelor. Stage à de l'étranger. Ah ouais, ok. Donc hyper formateur. C'était un stage de 6 mois, c'est ça? Ouais.
Donc faire de la chasse de tête et en anglais. En anglais, en Irlande. En Irlande. C'était chaud. Mais c'était une expérience exceptionnelle. Après 2 ans chez Quicksilver Europe aux ressources humaines à Saint-Jean-de-Luz. Ok, ça c'était en alternance? Ouais, okay. Exactement. Après, j'ai travaillé dans l'industrie. Donc on est quand même déjà vachement international quand même. Oui, c'est vrai. Après, j'ai travaillé dans l'industrie. Ensuite, j'ai travaillé dans le web marketing, pareil, dans une société internationale donc, qui avait son siège en Allemagne, puis à Londres. Et plus récemment, en fait, j'ai travaillé dans une société de conseil qui est passée de 80 à 600 personnes lorsque j'y étais. Énorme. Voilà. Et donc, moi, je m'occupais de leur marque employeur et j'étais responsable recrutement interne. Donc, quand on dit responsable recrutement interne, c'est que moi, je recrutais vraiment toutes les équipes internes d'une société de conseil. Donc, les commerciaux, les directeurs, directrices, les RH, les recruteurs. Tout type de métier, quoi. Exactement. Mais vraiment tous les profils internes qui eux-mêmes allaient recruter les consultants. Donc, expérience passionnante. Et on est allé chercher ensemble la 3e place au Great Place to Work en 2021. Trop bien. Trop bien. En 2021, vous étiez déjà là à 600 ? Great Place to Work. On devait être dans les 400. 400, ouais, c'est 400, énorme. 500. Ouais. J'ai plus en tête les chiffres de l'époque, mais on devait être dans les 400, 500 à l'époque. Ouais, donc déjà pour une grosse structure, 3e place, c'est bien. Ouais, c'était fou. C'était fou. Et ça nous a vraiment porté. Et est-ce qu'il y a un moment où, tu vois, dans ta carrière, tu as changé de cap radicalement, où tu es toujours resté sur cette même ligne ? Bah justement, tu vois, que ce soit Adecco, Quicksilver, c'était quand même des sociétés hyper installées. Oui. Lorsque tu appelles, que tu es Adecco, lorsque tu appelles, que tu es Quicksilver, il y a un silence et puis les gens ils t'écoutent. Ouais, bien sûr. Pareil, lorsque j'ai travaillé dans le web marketing, c'était une société qui était plus niche, qui n'était pas forcément connue du grand public. Mais pour les spécialistes du web marketing, lorsqu'on appelait et qu'on venait de cette structure-là, pareil, il y avait ce silence et je t'écoute. Ouais. Donc ça, je venais vraiment de structures qui étaient très installées, qui étaient connues, qui avaient des process, etc. Et en fait, moi, le virage, ça a vraiment été de rejoindre LR Technologies. Puisqu'à l'époque, en fait, on était 15 en interne et 80 au global avec les consultants. Donc autant dire que la structure était pas du connue. Tout connue. Voilà. C'était un autre challenge. Donc par contre, cette fois-ci, lorsqu'on appelait, on était au début personne. Il y avait du bruit, quoi. Voilà, tout était à faire, tout était à construire. Et en fait, moi, quand j'ai vu mes 15 premiers collègues des débuts, je me suis vraiment dit, il y a un potentiel énorme. Et c'est avec eux que j'ai envie de construire parce que je pense qu'on va faire des belles choses. Et en fait, je regrette absolument pas à l'époque d'avoir fait le pari de rejoindre une structure qui est toute jeune, où tout est à faire. Mais de me dire, en fait, le noyau du début, il est vraiment canon. T'as appris plus de choses sur cette petite structure pour toi que quand tu travailles pour des grosses boîtes ? Moi, franchement, je dirais que dans toutes, j'ai appris des choses. À chaque fois ? Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, ça peut être un des conseils que je donnerais, c'est que je trouve ça intéressant d'aller tester une grosse structure, d'aller tester une petite structure. Parce que justement, après, on finit par voir un petit peu ce qu'on préfère. C'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Mais il y a des tas de bonnes choses qui sont à apprendre des grosses structures et des structures très installées, et aussi des très bonnes choses à apprendre des startups. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment... tu apprends des choses différentes, même sur toi-même, je veux dire. Enfin, tu vois, quand tu es dans une grosse structure, peut-être tu es un peu plus, comme tu le disais tout à l'heure, sécurisé. Quand tu es dans une petite structure, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu vois, c'est des choses un peu différentes. Il faut être hyper efficace. Il y a pas... Voilà, il faut aller vite, il faut foncer. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, c'est vrai que je pense que c'est intéressant de voir les deux pour se dire, en fait, est-ce qu'on est mieux dans l'un ou mieux dans l'autre ? Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est par exemple qu'en start-up, il n'y ait pas que des profils qui viennent de start-up. Parce que sinon, il y a aussi une forme de consanguinité de pensée quelque part. C'est vrai, pareil dans les grands groupes. Alors qu'en fait, on peut s'apporter des choses. Donc on peut, c'est vrai que quand on est tous dans le même moule, là, tu vois, il n'y a pas trop d'idées divergentes. Tu vas dans le même sens, alors que si tu as un apport un peu externe ou différent, tu vois les choses différemment. Ouais, clairement. Enfin, moi, je sais que la diversité des équipes, c'est quelque chose que je trouve primordial. Et vraiment, je l'ai observé parce que du coup, j'ai été de nombreuses fois la recruteuse interne de la société.
Et donc, en fait, on peut façonner des équipes, on peut voir comment elles évoluent. Et donc, quelque part, c'est une forme de laboratoire humain. Carrément. D'ajouter des profils, de choisir comment faire évoluer les choses. Et ensuite, de voir comment ils traitent la suite, comment ils traitent les problèmes, comment ils gèrent les clients, comment l'équipe évolue. Comment elle évolue dans le bien ou positivement ou négativement aussi. Parce que des fois, tu peux faire des erreurs de casting, on va dire. Ah, mais bien sûr. Mais je pense que tous les recruteurs peuvent te dire qu'il y a eu des recrutements où on s'est trompé. Et tu t'y attendais pas. Parfois, tu avais des signaux que tu n'as pas voulu écouter. Ah oui. Parfois, tu avais des signaux que tu n'as pas voulu écouter. Mais c'est vrai que lorsque tu fais un très très gros volume de recrutement, le risque zéro, il n'existe pas. C'est aussi pour ça que la période d'essai, elle est là. Oui, bien sûr. Mais après, ce qui est aussi... C'est déjà arrivé d'avoir des gens qui, pendant la période d'essai, étaient parfaits, et puis d'un coup, ils se révèlent un peu moins, tu vois... Non, je pense que globalement, quand même, les périodes d'essai sur des profils cadres, elles sont longues. Donc, c'est quoi, 6 quand mois même... 3-6 mois. Oui, voilà, c'est un quand an, même... des fois, oui, peut-être pas quand même. En CDD, c'est quoi tu commences en CDD? En CDD, 1 an, puis on verra. Mais t'as quand même le temps de voir la personne. Ouais. Le seul, je pense, le seul, comme peut-être la seule situation où tu peux ne rien voir, c'est par exemple si la personne a été recrutée sur un site où le manager n'est pas hyper présent et où ils ont personne sur place n'a remonté les problèmes. Et là, du coup, effectivement, la période d'essai peut se passer et on peut s'en rendre compte effectivement après. Mais franchement, je pense que toujours, mais d'un côté comme de l'autre, en fait, vraiment la période d'essai, c'est hyper important. C'est hyper important. Toi, tu arrives à détecter en entretien un profil qui fait genre semblant, tu vois, d'être quelqu'un d'autre ou de jouer un rôle, tu vois? Ouais. Bon, je me suis beaucoup intéressée aux travaux, je crois que c'est de Paul Ekman. Paul Ekman, ouais. Ouais. Et effectivement, il y a quand même 2-3 choses que j'ai appliquées, que j'ai lues dans ses livres. Comportementaliste, c'est ça? Sur le comportement? Je ne sais plus quel est le terme, mais effectivement, en fait, quand tu échanges avec une personne, tu finis par connaître un petit peu son comportement moyen. Sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon d'échanger. Et au bout d'un certain temps, quand même, lorsque tu vois qu'il y a des différences qui se produisent, que d'un coup la personne change de comportement, c'est quelque part tu as touché un point sensible. Ah oui. Et après, ça ne veut pas forcément dire que le point qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser. Et ça, moi, en entretien, ça m'a souvent été utile pour aller justement parler des sujets sensibles, parler vraiment de tout ce qu'on avait à se dire. Mais moi, c'est vrai qu'en entretien, je fais vraiment tout pour qu'on ait, à la fois moi de mon côté, un gros discours de vérité sur qu'est-ce que concrètement il se passe dans notre entreprise, comment ça marche. Tu vois, une des questions que j'aime énormément poser, c'est qu'est-ce que tu as vécu et que tu ne voudrais surtout ne pas revivre dans une nouvelle structure? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton métier? Pour en fait pouvoir vraiment lui dire la vérité de ce qu'il va vivre dans le poste et de si c'est fait pour lui. Et ça m'est arrivé quand même assez fréquemment d'expliquer à un candidat pourquoi, de toute façon. Voilà. Pourquoi en fait ce poste n'est pas fait pour lui? Pourquoi en fait il est formidable, notre boîte est certainement formidable, mais en fait les deux ne matchent pas et il vaut mieux qu'on continue pas ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'après, on avait justement un très bon taux de nouveaux salariés qui nous disaient en fait, le poste qu'on m'a vendu est conforme à la réalité. Et en fait, j'ai pas eu de surprise, voire même j'ai eu des bonnes surprises. C'était mieux que ce que je pensais. Et donc ça, ce discours de vérité, il est hyper important en entretien. Donc moi, j'essaie vraiment de ne pas aller dans la langue de bois, de vraiment dire les choses. Et du coup, peut-être en effet miroir, le candidat est aussi souvent assez franc avec moi sur ses forces et ses faiblesses pour qu'on se dise, en fait, dans notre intérêt à tous les deux, est-ce qu'on est sur la bonne piste? Donc, toi, tu utilises des outils un peu d'intelligence artificielle ou des choses comme ça qui... Tu vois,
Le peu d'intelligence artificielle que j'ai utilisé, c'était notamment lorsque tu reçois des candidatures et que le système sur lequel tu les reçois te propose de les classer. Moi, jusqu'à présent, je trouve que c'est pas au point. Je trouve que c'est pas au point parce que quand je voyais le système qui me classait mes candidats, il avait tendance quand même à me mettre en premier des candidats qui avaient énormément de mots-clés, qui avaient des CV très bien faits, mais qui en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Ça déshumanise un petit peu le process Ça, on pourra en reparler, mais tu vois, je trouve que l'IA, elle n'a pas un regard suffisamment fin sur est-ce que ce profil il match avec notre entreprise, parce qu'effectivement il va aller prendre des mots-clés, il va regarder si le CV est complet, et tandis que parfois tu as des CV qui sont vraiment tout petits, qui sont vraiment très peu remplis, mais en fait toi avec ton œil de recruteur tu sais qu'il est excellent pour avoir fait ça, puis ça, puis ça. Qu'il a une forme de... C'est un bon. Enfin, il y a une chance que ce soit un bon pour avoir eu ce parcours-là, après à creuser en entretien. Et donc, effectivement, moi, souvent, cette option IA, je la désactivais. Parce que j'étais déçue par le classement qu'il me faisait. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je trouve que c'est pas au point. Parce que tu vois, justement, moi, j'aime bien lorsque c'est très facile de candidater. Je déteste, je me place aussi en tant que candidate, avoir un formulaire énorme à remplir, avoir 1000 étapes à faire. Ah ouais, c'est l'enfer, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, donc moi souvent... Ça et un autre truc. Pas forcément de CV, tu vois. Et un profil LinkedIn me suffit. Ouais. Jamais de lettre de motivation. Jamais ? Non. Tu fais pas de... Non, parce que la plupart du temps, c'est ChatGPT qui a fait la lettre. C'est très très rare que ce soit c'est très formaté. Oui. La plupart du temps, en fait, dès que je vois que les premières phrases, c'est du classique, souvent je lis pas la suite. Et du coup, je n'en demande pas. Et effectivement, moi, j'ai juste besoin d'un profil LinkedIn ou même qu'on me cite les dernières expériences pour me dire « Ok, on creuse ». C'est hyper important LinkedIn aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, tu vois, en termes de process, moi je cherche vraiment à ce que ce soit très facile de candidater chez nous. Par contre, dans l'annonce, je dissuade. C'est-à-dire que je vais vraiment dire qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, la vérité, mais quoi. Le poste n'est pas pour toi si. Ah, tu fais voilà. ça, ouais. Oui, j'ai déjà vu des annonces comme ça. Certains profils de candidater. Pour que quand même il n'y ait pas tout le monde qui se dise cette offre est faite pour moi. Mais après, effectivement, il y a quand même pas mal de très bons profils. La plupart des gens que je chassais, ils n'avaient pas de CV, ils n'ont pas besoin d'avoir de CV. Ils ont déjà des appels toutes les semaines. Donc en fait, ce type de profil, ça leur arrive de postuler, mais par contre, lorsqu'ils vont postuler, ils vont t'envoyer leur profil LinkedIn, ou ils vont t'envoyer juste un petit mot. Oui, regardez ce que j'ai fait, quoi. Mais ils ne feront pas de lettre de motivation, ils ne vont pas faire de CV. Enfin, c'est rare. C'est rare qu'ils prennent ce temps parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils trouvent du travail très facilement. Donc, je trouve ça hyper important en fait, d'être accessible, de dissuader dans l'annonce et de filtrer ensuite. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas dans les annonces, tu vois, c'est qu'il n'y a jamais le salaire à la fin. Tu vois. Combien tu vas être payé ? Alors là, tu sais qu'il va y avoir... Ouais, à partir de... Oui, j'ai entendu passer là-bas. Ça va arriver là prochainement. Où il faut mettre une fourchette du poste équivalent. Quoi. Ouais, c'est compliqué. Mais je comprends pas parce que tu es sur un marché quand même. C'est le marché du travail, tu vois, tu as de l'offre et de la demande. Quand tu vas chercher un travail, tu cherches effectivement des tâches, des missions, un secteur d'activité, mais une rémunération aussi. Et si tu arrives en bas en général, c'est tout en bas, tu vois, de l'offre, sans rémunération. Enfin, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas écrit. Tu vois, c'est comme quand tu rentres dans une boutique et il n'y a pas les prix sur ce que tu vas acheter. Quoi. Oui, après, tu vois, quand tu... Enfin, c'est un vaste débat. Mais quand tu rentres dans une boutique et que tu vas acheter un produit, c'est un produit unique. Là, lorsque tu es candidat, il y a une multitude de candidats qui sont face à nous. Ils n'ont pas la même valeur. Donc, c'est pas pareil que de rentrer dans une boutique et d'avoir un produit unique. C'est quoi qui fait la valeur, si tu veux, du travail ? Sa rareté. La rareté du profil. Ouais, clairement la rareté du profil. Et donc, ça veut dire que si moi, mon profil est extrêmement rare, je peux demander un salaire très élevé. Une grosse nuance. Rare et recherché. Rare et recherché. Parce que si tu es rare, mais que personne n'a besoin d'un profil comme le tien, tu ne vas pas coûter cher. Voilà, mais par contre, si tu es rare et recherché, là, tu coûtes très cher. D'accord, ok. Donc,
Effectivement, c'est un petit peu comme si tu rentrais dans une agence de communication et que tu voulais avoir une fourchette de prix, sachant que ça peut aller d'un simple post LinkedIn à je te refais toute ta marque employeur. Mais en étant tout à fait honnête, la plupart des entreprises connaissent déjà à peu près le salaire qu'elles vont verser à leurs futurs employés. Ouais. Alors après, tu vois, moi j'ai hâte d'observer effectivement comment ça va se passer parce que effectivement, moi je trouvais que c'était toujours mieux de pouvoir mettre le salaire dans les annonces. Mais alors ce qui se passe parfois, et ça on en parlera, c'est qu'en fait le recruteur il n'est pas seul à recruter et même j'ai envie de te dire, il ne recrute pas parce qu'en fait celui qui recrute c'est le manager. Et souvent en coulisses, le manager il te dit ne mets pas le salaire. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir ça. Ouais, mais je trouve ça dommage, en fait. Mais il y en a qui sont pour, et dans ces cas-là, nous, de toute façon, en tant que recruteur, on souhaite signer, on souhaite avancer, on souhaite faire grandir les équipes. Bien sûr. Donc, en fait, on est plutôt moteur pour tout ce type de choses. Mais en coulisses, on n'a pas toujours la main sur ce qu'on peut afficher. Parce qu'il y a aussi des gros benchmarks qui se font entre concurrents. Soit entre concurrents, même en interne. C'est-à-dire que si tu mets le salaire du poste que tu vas prendre demain, que tu offres demain, et que la personne à côté, elle regarde. Et puis, situation aussi que tu peux retrouver dans certaines entreprises, c'est que, en fait, pour pouvoir afficher les salaires, il faut que ton organisation salariale interne, elle soit hyper cohérente. Bien sûr, c'est ça le truc. Il y a des structures où elle ne l'est pas. Beaucoup de structures d'ailleurs où ça l'est pas. Parce que tu as eu des évolutions à un moment, puis ça s'est arrêté à un autre moment. Et ça n'a pas forcément été rattrapé pour d'autres, etc. Et c'est là où ça pose problème. Donc en fait, le premier travail, c'est d'avoir une grosse cohérence salariale interne et d'avoir toute une logique bien clairement expliquée sur les rémunérations. Parce que là, du coup, tu peux l'afficher à l'externe et il n'y a aucun problème. Mais tu sais, ça va le devenir de plus en plus parce que la jeune génération, celle qu'on est en train de former aujourd'hui, bah justement, elle sait qu'elle ne travaille pas pour... tu sais, nous, on allait travailler, bah, je ne sais pas comment te dire ça, mais pour le plaisir presque, tu vois, de travailler. Pas quand même. Si, franchement, moi, quand j'ai décidé de faire une école supérieure de commerce, c'était justement, tu vois, pour ne pas avoir à faire un travail intéressant. Voilà, faire un travail intéressant, tu vois, qui m'intéresse. Aujourd'hui, il faut un travail, pas pour que ce soit intéressant, certes, mais pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire autre chose à côté, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense qu'on a aussi pas mal été sur des générations qui ont vécu des crises où il y avait un énorme taux de chômage, où c'est vrai que moi, je l'ai vraiment vu en entreprise lorsque j'étais junior, on nous disait c'est comme ça, et en fait, sinon, il y en a 10 qui attendent à la porte. Donc si t'es pas contente, retourne chez tes parents et sois au chômage. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est peut-être d'une génération où moi les heures sup ça n'existait pas et pourtant on en faisait. Et les stages non payés, c'était la norme. Ben oui. Mais je sais pas qui a raison ou qui a tort en fait. Non, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. C'est simplement qu'on n'est pas du tout sur le même marché de l'offre et de la demande. Et tout a changé. Je trouve aussi que ça a apporté beaucoup de choses parce que notamment le télétravail qui n'existait quasiment pas auparavant, qui la société de loisirs aussi existe davantage. Et puis après, à chaque fois, il y a des réajustements. C'est-à-dire que là, le télétravail, ça freine un petit peu. Chaque fois, les choses se rebalancent dans différentes tendances. Mais nous, ce qu'on a vécu à notre époque, c'était aussi un petit peu une autre époque, excessif. Il fallait peut-être le réajuster. Donc selon les époques, selon l'offre et la demande, ça va varier. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que toi, tu as eu un mentor qui, dans ta carrière, qui a démarré ta carrière ou quelque chose, tu vois, une inspiration, une rencontre inspirante? Ouais. Clairement, moi, ça a été les fondateurs du groupe Allard Technologies. C'est vrai. Donc Maxime Lacour et Pierre Riot. Ouais. Clairement, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je crois que c'est Mathieu Stéphanie qui dit ça, qui dit on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Oui. Et je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais il le dit souvent. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'effectivement, je me dis, tes chefs, tes collègues, tu les vois plus que tes propres amis, que ta propre famille. Clair. Et en fait, pouvoir côtoyer des gens comme ça, c'est une chance exceptionnelle. Donc vraiment, moi je m'estime hyper chanceuse d'avoir pu passer 7 ans avec eux. Parce que... Et tu as appris beaucoup de choses.
ils ont changé ma façon de voir le monde, clairement. Enfin, tu vois, je me rappelle de la période Covid où ils ont vraiment été pour moi assez impressionnants. C'est qu'il y avait quelque chose dont je ne me rendais pas forcément compte auparavant, c'était en fait crise égale opportunité. Ah oui, bien sûr. Au début, moi je ne le voyais pas comme ça. Tu voyais ça comment crise égale oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, faire des économies, etc. Ouais. On coupe tout, on attend, etc. Et c'est vrai que pour eux, et maintenant j'adhère beaucoup plus à ça, crise égale opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans ces moments-là que tu peux montrer qui tu es, parce que c'est souvent dans les moments de tempête que tu peux montrer ton visage. Et donc, est-ce que tu es constant? Est-ce que tu continues à travailler de la même façon? Et surtout, vraiment aussi te dire que la crise, ça secoue tout le monde. Donc en fait, les mastodontes, ils sont secoués. Bien sûr, tout le monde. Et que c'est le moment de prendre des parts de marché. Bien sûr. Parce que justement... Ça, c'est très ancré dans le système capitaliste, quoi. Dans l'économie actuelle, la crise égale opportunité, c'est ça. Et vraiment, nous, ça s'est confirmé parce que c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit, c'est dans ces moments-là qu'on prouve qu'on est une great place to work. Parce que malheureusement, c'était une époque où il y avait beaucoup de sociétés qui se séparaient de leurs salariés, qui coupaient les budgets, qui arrêtaient tout. Et eux, ils avaient vraiment fait le choix de garder tout le monde. Et justement de prospecter d'autant plus et de rester soudés d'autant plus. Et ça nous a permis de mieux redémarrer, je pense, que les autres à la sortie de crise, quand on a été déconfinés. Et ça, je trouvais que c'était un investissement. Parce que vous avez continué à tenir la corde, quoi. Oui, parce que sinon, je pense que quelque part, on aurait commencé à faire de la décroissance, on aurait commencé à perdre notre image. Et justement, c'était sans doute ce qu'on avait de plus cher. C'était ces valeurs, cette image, cette réputation. Carrément. Et donc, ça valait l'investissement. Donc, toi, tu es agent de carrière. Oui. Ok, donc je sais pas, j'imagine comment ça marche. Tu vois, tu as envie de changer de carrière. Moi, si j'ai envie de changer de carrière, je viens te voir, je te dis voilà, Anso, j'en ai marre de ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Comment on fait pour réécrire un peu tout ça, toute cette histoire de ma carrière? Alors, je trouve déjà, tu vois, quand tu es sur ce type de poste d'agent de carrière, déjà, je ne suis pas là pour définir ton orientation. Après, je peux quand même te conseiller à partir de ce que je vois, sur ce que j'ai déjà vu comme suite de carrière possible, comme idée que je peux avoir. Mais souvent, tu viens avec un projet en tête. Et justement, moi, je vais t'aider à l'atteindre, cet objectif. D'accord. Peu importe le projet, tu es capable de mettre en place des... On va essayer de tout mettre en place justement pour te préparer à y arriver. D'accord. Donc préparer ton CV, préparer comment tu parles de ton parcours, préparer tes entretiens. Tu proposes de la formation aussi pour la personne si jamais elle veut vraiment switcher de... Ça pareil, je dirais que ça va moins être ma spécialité parce que souvent, moi j'arrive à un stade où c'est peut-être tu vas plutôt sur des bilans de compétences où ils vont te proposer ce type de choses. Moi j'arrive plutôt au stade où voilà le type de poste que tu vises. Après je peux peut-être orienter un petit peu avec toi si par exemple tu vises certains types d'entreprises et que je ne t'imagine pas là-dedans. D'accord, ok. Peut-être tu te trompes sur le type de société. Alors, je pourrais t'aider à y aller en entretien pour que tu t'en rendes compte par toi-même. Mais du coup, peut-être aussi te dire, est-ce que tu as pensé peut-être plutôt à une PME où là, tu matcherais peut-être plus avec leur style. Donc, effectivement, ça va être sélectionner des offres qui te correspondent, te préparer aux entretiens, refaire ton CV, t'aider à négocier le salaire aussi. Étape importante. C'est important. Clairement, clairement. Donc, tu vois, c'est vraiment tout ça que je refais. Et souvent, justement, il y a vraiment deux sujets que je fais réécrire aux gens. C'est lorsqu'ils ont eu justement des échecs ou des réorientations. D'accord. Ça va en parler. Parce que souvent, lorsqu'ils arrivent sur ces questions-là, il peut y avoir des blancs, il peut y avoir des moments où ils vont bafouiller, où ils ne vont pas savoir comment argumenter, où ils vont peut-être aller aussi trop sur du négatif. Alors qu'en fait, tout échec, toute réorientation, il y a du positif à en faire sortir. Bien sûr. Et donc, effectivement, c'est souvent une des parties qu'on réécrit ensemble, c'est le pourquoi de ces échecs et le pourquoi de ces réorientations.
et pas forcément s'apesantir dessus, aller Grosse plutôt introspection, sur d'autres quoi. sujets qui sont plus intéressants, mais en faire ressortir du positif. Du positif, des forces, quoi. Plutôt que du négatif. Plutôt que du négatif. Voilà, ouais. ça c'est hyper important. Et souvent, la chose qu'on travaille beaucoup aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est le salaire. Ouais. Savoir se vendre au bon prix, quoi, au juste prix. Oui, et puis la façon de le demander. Ah. Tu vois, si tu veux, je peux te donner une astuce. Vas-y, je t'écoute. Je suis preneur. Ça marche pour les augmentations ou... Ça peut. Ok. Tu vois, en fait, on dit souvent en négociation que lorsque tu es le premier à parler, quelque part, tu as fixé le débat à un certain niveau. Ouais. Donc, effectivement, souvent, les recruteurs, ils demandent quelles sont vos prétentions salariales. Souvent, eux-mêmes n'ont pas forcément mis le salaire dans l'annonce, donc ils attendent que ce soit toi qui parle en premier. Il arrive qu'il y ait des candidats qui disent « Ah bah non, dites-moi, quelle est votre fourchette de salaire ?» Bref, miroir. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on finisse par dire un montant. Donc effectivement, je trouve que par exemple, lorsque toi, tu arrives aussi en parlant d'une fourchette, c'est assez facile du coup d'aller viser dans ta fourchette basse, peut-être. À moins que je sente que tu es ultra demandé, dans ces cas-là, on va dans la fourchette haute. Encore une fois, le marché du travail, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc plus je sens que tu es demandé, plus ça fait monter les enchères, et plus j'ai envie de travailler avec toi. Et plus je sens que je suis en position de force, plus effectivement je vais peut-être aller vers la fourchette basse que tu m'as indiquée. D'accord, je comprends. Donc pour éviter ça, le point que je trouve intéressant justement pour faire se rendre compte aux recruteurs qu'il y a de la demande sur ton profil, c'est de dire, voilà, j'ai commencé mes recherches il y a 2 semaines. Actuellement, j'ai 5 entretiens réalisés et j'en ai 3 à venir. J'ai 2 propositions sur la table. Et ces propositions se trouvent sur telle fourchette de salaire. Là, ils se disent coincé. Il y a de la demande et le niveau se situe à tel endroit. Alors après, encore une fois, c'est un petit peu comme si mais tu peux y aller au bluff. Faut pas mentir non plus totalement. Pas non. 80%, non. 20%. Quand même pas. Mais tu vois, c'est un petit peu aussi après comme si tu voulais vendre ta maison. Si c'est une petite maison et que tu m'annonces 1 million. J'ai déjà 5 acheteurs qui m'ont fait des offres. Et qui me font des offres au prix. Voilà. Qui me font des offres donc au prix, là, on voire se dit, au-dessus. Ça, c'est plus rare en immobilier. Ça, c'est plus rare en immobilier. C'est arrivé, je crois. Mais effectivement, du coup, là, on se dit, mince, il y a de la demande, je ne vais pas chercher à faire baisser le prix, sinon je le perds. Bien sûr. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment le point qui est hyper important. Après, dans les prix qui sont cités, il faut aussi veiller à ne pas faire peur. Parce que si ta petite maison lambda, tu annonces 1 million, il y a pas mal de recruteurs qui lèvent les bras et qui disent non, c'est pas pour moi, j'arriverai jamais à ce montant-là, j'arrête les enchères. Mais si c'est dans un niveau qui leur semble réaliste, faisable, atteignable, là ils vont continuer d'enchérir et donc ils vont rester. Donc effectivement, je trouve ça intéressant dans la façon de demander que ce soit pas toi qui définisse ta valeur, c'est le marché. Et le marché, il est en train de dire qui te propose des offres allant de temps à temps et que tu as déjà, admettons, 7 entretiens. Donc, il y a de la demande. Donc là, ça devient beaucoup moins... en fait, on peut beaucoup moins contrer cet argument, puisque là, c'est le marché, c'est pas toi qui l'affirme. Voilà, c'était mon astuce. C'est une très très bonne astuce. Et est-ce qu'il y a des erreurs, tu vois, ou des fautes que les candidats commettent quand ils essayent de vendre leur expérience ? Des trucs à pas faire, quoi, tu vois. Moi, ce que j'aime moins en entretien, c'est quand on commence à faire quelque chose qui est beaucoup moins naturel. Tu sais, ça va être le type de discours de « Suite à mon concours, j'ai réalisé en 2012 une prépa ». Et puis, tu vois, qui vont avoir ce type de langage un peu préfet, comme si c'était un texte appris par cœur. Répéter devant ton petit frère ou ta petite sœur. Ouais, franchement, ça, c'est quelque chose, surtout lorsque nous, on fait beaucoup d'entretiens, c'est quelque chose qui est forcément moins intéressant à vivre. Après, attention, moi, j'étais principalement sur des fonctions commerciales. Donc, un commercial en entretien, souvent, il est bon. Il est bon. Souvent. Sur un profil qui est beaucoup plus junior ou sur un profil qui a une fonction, je dirais, beaucoup moins habituée à des réunions, à de la prospection, à ce type de sujet,
forcément, en entretien, on va plus avoir effectivement un parcours appris par cœur, quelque chose un petit peu de tout fait comme ça. Mais c'est vrai que chez un commercial, là, ça va être rédhibitoire. Parce qu'il faut que la conversation, elle soit beaucoup plus souple, que les arguments ils soient amenés beaucoup plus habilement. Parce que sinon, on peut se dire qu'effectivement, avec un client, il va aussi réciter un texte. Ouais, non, ça le fait pas. Donc ça, c'est... Voilà. C'est pas possible, donc je trouve que c'est hyper important. Et l'autre élément, c'est que, tu vois, être recruteur dans une PME, c'est pas du tout pareil qu'être recruteur pour une start-up. Par exemple Doctolib. Donc en fait, souvent les candidats, ils oublient de donner du contexte, ils oublient de donner des chiffres, ils oublient de vraiment montrer aussi du réel, concret, quoi. Ouais, pour qu'on puisse se rendre compte de l'ampleur du poste. Parce que parfois, il y a des postes dans certaines PME qui sont avec un volume tout aussi important que dans la start-up à côté. Et là, le poste devient comparable. Mais parfois, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais, bien sûr. En termes de volume de candidats, de nombre d'annonces gérées, tout ça va vraiment être hyper différent. Donc, tu peux pas vraiment te dire un poste de commercial, c'est comme ça. Un poste de recruteur, c'est comme ça. En fait, selon l'entreprise dans laquelle tu vas être, ça n'aura pas du tout la même ampleur. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, c'est chaud quand même de trouver, de manière générale, je schématise, tu vois, je généralise, de trouver du taf, quoi. C'est pas une période, c'est pas un moment dans ta vie, tu vois, qui est simple. C'est soit quand tu sors de l'école, il faut que tu trouves ton premier job. Puis après, tu as ton premier job. Puis en général, c'est ton premier job, ton deuxième, ton troisième. Au moment où tu te dis, je veux changer de taf, c'est pas agréable, quoi, tu vois. Alors après... C'est parce qu'il s'est passé un truc dans l'entreprise ou non? Ouais, ça peut. Après, moi, j'ai vu un peu toutes les situations. J'ai vu des changements qui étaient hyper heureux. J'ai vu des changements qui étaient malheureux. Donc, tu vois, il y a aussi des gens, ils considèrent, voilà, je vais faire tant de temps dans une structure, je vais réaliser telle et telle chose. Et une fois que j'ai accompli tout ça, je passe au poste suivant. Et donc, il y a aussi une forme de joie de se dire, en fait, quel est le prochain défi? Donc, c'est pas toujours... Mais ça, c'est pas tout le monde, ça. Non. C'est pas tout le monde. Ça, c'est cool. Si on arrive à apprendre les choses comme ça, c'est cool. Je pense que la plupart des gens, ils sont dans un métier, dans une structure, tu vois, dans une fonction, et ils arrivent à un moment de leur carrière où ils se disent, tiens, là, j'aimerais bien évoluer, je suis bien ici, mais ils ne me proposent pas ce que j'aimerais, tu vois, et puis, paf, je vais chercher ailleurs. Et puis ce moment où tu vas chercher ailleurs, tu te poses plein de questions sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu as envie de faire. Et puis passer le cap, aller faire, tu sais, genre... passer des entretiens d'embauche et tout, tu vois, je sais pas, c'est un peu pareil, tu peux le voir hyper positivement. En tout cas, peut-être les gens de ma génération, tu vois. Non, mais pareil, tu peux le voir aussi hyper positivement parce que du coup, tu vas rencontrer plein de sortes de personnes. Il y a le champ des possibles. Enfin, bien sûr, tout n'est pas possible, il ne faut pas non plus vendre ce discours-là, mais il y a le champ des possibles qui est face à toi. C'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que ça t'ouvre un champ de possibilités. Ouais, tu vas rencontrer différentes personnes, différentes manières de faire le métier, parce que ça, c'est vraiment aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que un même métier fait dans une entreprise, tu peux l'adorer, dans une autre, tu peux le détester. Être commercial pour une structure, ça peut être affreux. Pour une autre, pourtant, tu vas faire la même chose, tu vas prospecter, tu vas vendre, tu vas faire des rendez-vous, ça va être la même chose. Le manager qui mais tu peux être fan de la chose dans une autre structure. Donc je trouve que c'est aussi, tu vois, un petit peu comme crise et opportunité, c'est que c'est aussi le champ des possibles. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de neuf. Donc je trouve que c'est aussi hyper positif. Et après, tu vois, moi, il y a un des éléments aussi que j'ai vraiment, vraiment constaté, surtout sur des fonctions importantes. Il y a un énorme marché caché. Ah ouais? Où il n'y a pas d'annonce. Ouais. Tu vois, moi, mes 2 derniers postes... Comment tu fais pour y accéder? Alors, mes 2 derniers postes, il n'y avait pas d'annonce. Il n'y avait pas d'annonce. Alors, il n'y a pas d'annonce pour différentes raisons. Ils n'ont pas le temps, c'est pas encore fait, mais ils viennent de te rencontrer, ou ils ont entendu parler de toi. Il y a aussi, le poste est confidentiel. On ne veut pas que la concurrence soit au courant, par exemple, qu'on recherche notre futur DRH, ou qu'on n'en a plus actuellement. Donc, il y a des tas de postes passionnants qui ne seront jamais
public. Parce que c'est trop sensible. Donc il faut se rapprocher des agents de carrière comme toi. Des chasseurs de tête. Des chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, effectivement, vont être au courant de ce type de poste et parfois vont le savoir 6 mois à l'avance que ce type de poste va être créé, que cette agence va ouvrir, que ce nouveau poste, qu'il y a une personne aussi qui est sur le départ mais que ce n'est pas encore le moment de le communiquer. Et en fait, tu remarqueras que souvent, lorsqu'il y a un responsable commercial qui arrive, en fait, on va annoncer le départ de l'un et en même temps l'arrivée de l'autre. Tout le recrutement s'est fait en sous-marin. Donc ça, c'est très fréquent. Enfin, c'est très fréquent sur des postes hyper recherchés où ça ne va pas forcément passer en annonce. Voilà. Donc, tu vois, il faut vraiment se faire connaître des chasseurs de tête de ton secteur. Et pour ça aussi, avoir ton CV qui est entre les bonnes mains. Peut-être qu'on parle de toi parce qu'il y a aussi cet effet bouche à oreille qui peut arriver. Il faut rester à l'écoute. Ouais. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire comme ça. Et s'il y a des tendances RH qui te dérangent, des choses que tu aimerais changer, imaginons si tu avais 6 mois, 3 ressources illimitées, tu vois, du temps, du budget, de l'influence, qu'est-ce que tu aimerais changer dans les RH ? Alors après, tu vois, moi, cette question, je l'interprète comme par exemple, en fait, tu vois une équipe qui peut-être fonctionne pas comme tu le voudrais. Et justement, est-ce qu'en 6 mois, tu peux arriver à faire changer les choses ? Et en fait, moi, ce que je trouve justement formidable avec le recrutement, c'est que quelque part, tu vas ajuster l'équipe, tu vas... plus tu ajoutes des personnes, plus tu ajoutes des palettes de personnalités à une équipe, plus tu peux aussi tempérer l'ambiance. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu peux moduler ton équipe au fur et à mesure des recrutements que tu vas faire. Moi, il y a quelque chose qui est hyper important justement pour moi, c'est d'essayer de ne pas avoir une forme de consanguinité dans les recrutements. De la diversité, quoi. Ouais. Donc diversité en termes d'âge, en termes d'études, en termes d'origine, en termes de style. Mais par contre, de se retrouver sur la vision du métier, la philosophie du métier, qu'est-ce qu'on juge bien, pas bien, intéressant, pas intéressant, d'avoir vraiment la même vision métier, mais de venir d'environnements hyper variés. Et je trouve que là, une équipe, elle fonctionne bien parce que justement, il y a différentes expériences où ils vont tous s'apporter les uns aux autres. Et ça, c'est du coup un truc hyper intéressant que j'ai pu voir lorsqu'on est au recrutement pendant plusieurs années dans une même structure, c'est qu'on peut vraiment façonner l'ambiance d'une équipe. Oui, bien sûr. Donc s'il y a des personnalités très fortes, en choisir peut-être une plus douce. S'il y a, je sais pas moi, des tempéraments hyper fonceurs, mettre peut-être un profil un petit peu plus calme, voilà, pour tempérer les choses et donner un résultat qui est intéressant. Et voir la magie s'opérer, quoi. Ouais. Ça, t'aimes bien ça, de voir le résultat de ces recrutements, l'harmonie qu'il peut y avoir dans une équipe. Ouais. Ça, c'est vraiment un des éléments qui me plaît énormément en recrutement. Parce que moi, le premier choc que j'ai eu lorsque j'ai commencé le recrutement justement avec Adecco, c'est que je plaçais pas mal de monde avec ma tutrice. Parmi ce grand volume de recrutement, donc à chaque fois on a un brief, on a des besoins, etc. On les fait matcher avec les différents besoins des entreprises. Et en fait, il y a une maman qui m'a rappelé et qui me disait merci. Parce qu'en fait, vous avez trouvé le job qu'il me fallait par rapport à ma vie de famille et par rapport à ce que je voulais faire. Et moi, j'étais toute jeune, c'était l'un de mes premiers stages, j'étais en bachelor, et je me disais, waouh, changer la vie d'une maman. Et du coup, sa vie sera peut-être plus simple au quotidien. Ouais, sa vie sera peut-être plus simple au quotidien avec ses enfants, puis même elle, le job l'intéresse. Et il est pratique pour elle par rapport à sa vie, c'est plus proche de chez elle, le salaire lui plaît. Enfin, je me suis dit, j'ai changé la vie d'une famille. C'est cool. Donc, trop bien. Ah ouais, c'est clair. Et puis après... Ça, parce que le travail, c'est vraiment quelque chose de c'est tous les jours. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on voit plus souvent ses collègues de travail que sa famille, t'imagines ? Et bien en fait, c'est ça. L'impact que ça a dans ta vie. C'est aussi que quand tu vois des équipes... moi, parce que ça m'est souvent arrivé de recruter du coup pour des sites qui étaient distants, par exemple à Toulouse, à Lyon, ailleurs. En fait, c'est de les voir lors de la grande soirée annuelle et de les voir ensemble.
Et de voir l'osmose qui s'est créée, et puis aussi de voir lorsqu'il y a des moments de crise, par exemple, client au niveau d'une équipe, comment ils le gèrent. Ensemble, comment est-ce qu'ils se coordonnent, comment est-ce qu'ils se passent la balle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu vois, il y a aussi des cas qui m'ont marqué. Enfin, je me souviens d'une... J'allais te demander si tu as reçu des retours, des feedbacks que tu as reçus, négatifs. Des cas qui t'ont marqué, Ouais, je me rappelle d'une salariée qui avait perdu une personne très proche. Donc, on venait de lui annoncer un décès. Et moi, j'étais sa RH et je lui disais, mais écoute, rentre chez toi. Tu as le droit de rentrer chez toi, repose-toi, rentre chez toi. Je t'y autorise, je te fais un mot, tu peux y aller. Et je voyais qu'elle ne voulait pas, qu'elle restait dans les locaux et qu'elle continuait même à travailler. Et je suis retournée la voir, je lui ai dit, mais vraiment, je te le redis et je le dis devant ton manager, rentre chez toi, tu as le droit de te reposer. Et elle m'a dit, non, car chez moi, je suis seule. Et en fait, ici, il y a tous mes amis. Elle préférait être entourée à ce moment-là. Je préfère être là, être avec eux. Je ne vais peut-être pas travailler, je ne vais peut-être pas faire quelque chose aujourd'hui, mais je préfère rester là. Anne-Sophie, est-ce que je peux rester, s'il te plaît ? Parce qu'en fait, mes amis sont là. Et effectivement, on passe le plus clair de nos journées avec nos collègues. Et donc, elle me disait, en fait, une bonne partie de l'équipe, ce sont maintenant mes meilleurs amis. Bien sûr. Et donc ça, c'est hyper important. Donc elle voulait faire son deuil, justement, avec ses collègues et être avec eux. Et après, moi, ça m'est aussi souvent arrivé de découvrir qu'il y avait aussi des tas de couples qui s'étaient formés. Donc des candidats que j'avais énormément appréciés et de découvrir au bout d'un moment que, en fait, maintenant, ils sont ensemble. Et donc, quelque part, ça a aussi créé des familles. Voilà. T'imagines tout ce que tu arrives à créer au sein d'une entreprise, même des familles. Non, mais c'est... Mine de rien, en fait, je pense qu'on ne peut pas totalement séparer la vie pro et la vie perso. En fait, ça a d'énormes impacts. Donc, effectivement, beaucoup de tes collègues peuvent devenir des amis ou pas. Oui, bien sûr. Ou pas. Mais je sais plus, j'avais vu un jour, il y a très longtemps, les sources de rencontres, tu vois. Et la première source de rencontre, c'est ton lieu de travail. La deuxième, c'est le voisinage. Forcément, tu vois, c'est là où tu vois les gens le plus souvent, quoi. Ouais, non, mais ça a un impact mais ça, c'était énorme. Avant Tinder et avant... Ah oui, non, mais c'est sûr. C'était c'est pour, sûr. Pour mais moi. Tu vois, nous, en recrutement, maintenant, on a LinkedIn. Donc, voilà, on recherche d'autant plus loin. Mais clairement, en tout cas, ça a un impact énorme sur la vie des gens. On ne scinde pas les deux totalement. Voilà. Mais il faut pas. Je sais pas, tu vois, moi j'ai plutôt une vision holistique, c'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis à peu près la même personne que quand je suis à la maison, quoi. Tu vois, je n'ai pas de masque. Mais il y a des personnes qui sont totalement différentes au travail et dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. C'est pas mon cas non plus. Je préfère rester effectivement la même dans le pro comme dans le perso. Bon, des fois ça dérange, mais bon, c'est pas... Comme ça, je trouve aussi qu'il y a une forme de singularité et puis les gens, ils te connaissent réellement, ils te connaissent pas dans un rôle. Alors attention, lorsque j'étais RH, parce que parfois du coup j'avais aussi la partie juridique, et donc effectivement parfois on est dans notre rôle. De juriste ou légal, quoi. Tu vois, moi j'ai eu à sanctionner un ami. Ah ouais. C'est pas simple. C'est pas cool. J'ai eu aussi connaissance du futur licenciement d'un très bon ami. Ah ouais. Voilà. Parce que toi, tu sais des choses. Effectivement, évidemment. Dans ces moments-là, tu fais la part des choses. C'est chaud. Tu fais la part des choses entre ton rôle de RH. Est-ce que la personne en face de toi sait faire la part des choses ? C'est ça aussi le truc. Je pense qu'ils ont quand même l'intelligence de savoir que là, tu es dans ton rôle de RH, que tu représentes la structure, que quelque part, la décision, elle vient pas forcément de toi. Et puis qu'après, même si elle venait aussi partiellement de toi, parce qu'il faut une justice, parce que c'est pas parce que c'est ton ami qu'il est au-dessus des règles, et bien effectivement que ce sera appliqué, mais que c'est pas toi en tant que personne, c'est toi en tant que RH qui doit le faire. Et moi qui fais aussi partie du coup d'un service RH, c'est vrai que dans le lien avec certains de mes collègues, parfois je sais qu'ils sont dans leur rôle et que on est amis dans la vie, et que là ils sont dans leur rôle de RH, et moi aussi en tant que RH j'ai mes propres RH. Donc là on fait la distinction et là on se met dans son rôle parce qu'on représente la structure, et là il y a un choix qui n'est pas forcément notre choix personnel. Mais sinon, je trouve ça quand même important d'être soi-même dans sa façon de faire le métier, d'avoir une forme de singularité. Oui, moi je suis d'accord avec toi.
Est-ce qu'il y a eu des moments, justement, là, on en a parlé un petit peu, où tu as pris des décisions impopulaires au sein d'une équipe? Ouais. Tu vois, j'ai pris une décision où je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit impopulaire. Ah. En fait, on avait de plus en plus d'annonces de recrutement. Donc, on est monté jusqu'à 400 annonces de recrutement publiées. En même temps? Ouais. Donc, on est monté quand même sur des volumes assez importants. Alors qu'au début, on était sur des plus petits volumes, mais forcément, le groupe est passé de 80 à 600 personnes. Donc, oui, bien sûr. Donc voilà, tu avais un gros volume d'annonces qui étaient publiées en même temps. Donc il y a eu deux choses. Déjà, j'ai voulu refaire les modèles d'annonces parce que je trouvais que ça ne donnait pas envie. Ça ne donnait pas envie, donc j'ai pas mal retravaillé avec plusieurs collègues sur qu'est-ce qu'on écrivait dedans. Donc forcément, les 400 annonces, il fallait les changer. Tu m'étonnes que c'était impopulaire. Voilà, mais par contre, tu vois, en termes de statistiques sur les résultats qu'on a eu derrière, là, il y avait une grosse nuance. Oui. Parce que sur le nombre de personnes qui postulaient, sur la pertinence des profils qui postulaient, il y avait eu une énorme nuance. Donc, il y a eu ça. Et puis aussi, je trouvais que, tu vois, moi je trouve que c'est hyper important en fait que tout ce qui n'a pas de valeur soit automatisé. Donc pour moi, publier une annonce, ça n'a pas de valeur. C'est chiant en plus. C'est ça. Donc j'avais mis en place aussi un système d'automatisation, de public posting, parce qu'en fait on avait plusieurs structures dans la société, on avait une construction un petit peu complexe en termes de marque et de structure. Et donc j'avais fait un système qui automatisait la publication des annonces sur tous les supports. Simplement pour ça, il y avait un format et il y avait des codes à ajouter qui faisaient que... Et puis sur la première source sur laquelle tu le mettais, il ne fallait surtout pas te tromper de structure, bien mettre tels éléments qui faisaient qu'ensuite tous les liens se faisaient sur les autres supports. Donc effectivement... Donc un petit process quoi. Quand même. Voilà. Donc ça a été lourd parce que sur les 400 annonces, il fallait faire ce process qui soit posté sur les bonnes structures avec les bons codes et aussi que les modèles soient changés. Mais effectivement, pour ceux qui l'ont fait, ils l'ont vraiment vu la nuance. Enfin, tu vois, moi j'avais très très peu de candidatures et je suis montée à 1000 candidatures mensuelles sur mes propres annonces. Et avec un volume intéressant de bons profils. Ouais. Alors quand je te dis intéressant, tu vois, sur des profils relativement rares, c'était 20% de mes candidatures. La façon d'écrire l'annonce est vraiment hyper importante. Et là, vraiment aussi, j'avais des profils qui avaient candidaté et avec leur profil LinkedIn, sans lettre de motivation, et qui me disaient vous êtes la seule entreprise pour laquelle j'ai postulé. Pour toutes les autres, je me laisse chasser, mais cette annonce-là, j'ai répondu. Et ça, je me disais, on est les seuls pour qui ils ont postulé. Et là, c'est... Ça a de la valeur. Parce qu'il y a souvent cette croyance qu'en fait, il y a des très très bons profils qui ne postulent pas. En fait, si. Pour des projets spécifiques dans des boîtes qui leur plaisent, avec la philosophie qui leur correspond, ils y vont. Ils y vont, clairement. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, moi, je me souviens d'une annonce qui avait été faite, je crois que c'était Simon Davela. Il a monté une structure qui s'appelle Batch, maintenant. Mais alors, à l'époque, il avait une précédente structure. Et je me souviens qu'il avait fait une annonce, et justement, je m'en suis aussi inspirée de ce type d'annonce. Il avait fait une annonce qui était tellement chouette que même si j'étais pas à l'écoute, j'avais envie de postuler. Et je sais que je lui avais écrit, je lui avais dit, mais ton annonce, elle est juste formidable. Parce qu'en fait, j'ai envie de venir chez toi après l'avoir lu. Alors que je n'étais pas à l'écoute. Qu'est-ce qui donne envie dans une annonce, justement ? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour donner envie aux gens de rejoindre une équipe ou un groupe ? Tu vois, pour moi, il faut arrêter tout ce qui est un peu trop langue de bois. C'est vrai que moi, les mots que j'aime pas, c'est opportunité, en forte croissance, innovant. Entreprise en forte croissance, fait preuve d'innovation. Leader de son secteur depuis plus de 50 ans. Attention, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant des années de faire ce type d'annonce. Mais Recherche vraiment, son community manager. Pour moi, dans ma tête, ça sonnait blablabla. Mais c'est ça, c'est que blablabla. Mais en général, je ne lis même pas ce truc-là. Des fois, ça m'arrive tu sais, sur LinkedIn, tu as des annonces, quoi. Tu vois, cette offre correspond à votre profil, quoi. Donc je regarde. Je dis ça pour pas que mon boss croie que je cherche du travail ailleurs.
Ce qui pourrait être une bonne stratégie pour recevoir une augmentation. Mais non. Et donc, du coup, c'est vraiment cette première partie là, descriptive de l'entreprise que tu n'as pas envie de lire. Et puis même les missions, hein. Même les missions après, c'est trop général, c'est pas spécifique. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien voir dans une annonce, c'est du coup quelque chose de concret. Par exemple, plutôt que de dire en forte croissance, on est passé en 7 ans de 80 à 600 personnes. Là, je te dis la même chose, mais sauf que je te le dis en concret. Oui, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. En forte croissance, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est le nombre de salariés? Voilà. Et là, tu te rends compte de l'ampleur de la chose. Innovante, on finance de la recherche sur du matériel médical. Tu vois, tu mets vraiment beaucoup plus de détails sur en quoi tu es innovant. Ce que tu fais. Voilà. Donc quelque chose en tout cas de beaucoup plus concret, de beaucoup plus parlant. Et après, moi, ce que j'aime bien dans l'annonce, c'est vraiment d'écrire... par exemple, si c'est sur un poste de commercial, quel type de commercial on aime, quelle manière de faire on aime, et dissuader également, leur dire pourquoi tu ne dois pas venir. On est une structure qui est en train de se développer. Si tu aimes la conquête de marché, le poste est fait pour toi. Ouais. Si la prospection est moins ton terrain de jeu, le poste va moins te plaire. Enfin, c'est une réalité. Il y aura de la prospection. Tu es une société qui est en train de grandir. Et après, je trouve ça aussi intéressant de dire là où on en est, tout ce qu'on a déjà développé et en quoi on a besoin de toi. Justement, par exemple, si je viens te chasser et que je sais que tu es un profil qui a énormément prospecté, que tu as fait sans doute des très belles choses et c'est pour ça que j'ai entendu parler de toi, justement, on a besoin de quelqu'un comme toi parce que là, on doit mettre un boost sur la prospection et on sait que tu as dans ton carnet d'adresses de très belles marques qui d'ailleurs t'ont recommandé. Et donc, voilà, on a besoin d'un profil comme le tien pour continuer à développer la structure. Et là, c'est vraiment beaucoup plus puissant parce que sinon, il y a beaucoup d'annonces qui ont un effet bla. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du concret... Et expliquer vraiment pourquoi on t'embauche. Pourquoi on a besoin de toi. Ouais, pourquoi on a besoin de toi et puis pourquoi aussi tu ne dois pas venir. Pourquoi tu dissuader également. Ce qui ferait que tu ne te sentirais pas à l'aise ou bien dans cette entreprise. Ouais. Ok, ça marche. Alors tu vois, pour terminer, je t'ai préparé quelques questions décalées, peut-être un peu introspectives aussi. On va voir. Et puis après, on passera à une petite question bonus que j'aime bien à la fin. Ça marche? Si le recrutement était une pièce de théâtre, par exemple, tu serais quoi toi? Tu serais metteur en scène, tu serais régisseur, acteur principal, la vedette du recrutement? Alors, souvent, lorsque c'était sur des profils qui sont assez demandés, il faut aller assez vite. Donc, moi, souvent, j'allais en entretien avec le manager, avec quelqu'un d'autre. Pour déjà, en fait, coupler les entretiens et en réaliser moins. Parce que je trouve qu'effectivement, lorsqu'il y a un entretien avec le recruteur, puis un entretien avec son responsable, puis un entretien avec son manager, non. Donc toi, tu serais plutôt metteur en scène, quoi. Alors, par contre, acteurs, c'est ça dépend les personnes qui sont dans la salle. Tu vas avoir des candidats qui sont extrêmement timides, tu en as d'autres qui prennent beaucoup de place. Tu vas avoir des managers qui sont très à l'aise avec l'exercice de l'entretien et d'autres qui ne sont pas à l'aise du tout. Tu as des managers aussi qui parlent trop, qui ne vont peut-être pas laisser parler le candidat. Et donc, toi, quelque part, tu t'adaptes en fonction de qui est dans la salle. D'accord, ok. Donc, effectivement, pour que ce soit équilibré. Parce que du coup, tu vas peut-être tempérer l'un ou l'autre ou faire parler si les deux sont timides, autant le manager que le candidat. Donc effectivement, tu es plutôt là pour ajuster les choses et vérifier que tous les points ont été abordés, que tout, qu'il y a rien qui a été oublié, que tous les sujets ont été abordés et que tout le monde a pu placer ce qui était important. Il y a des questions d'entretien encore aujourd'hui du style c'est quoi la première chose que vous faites le matin en vous réveillant? Ah ouais. Oui, après sur LinkedIn, quel est votre pire défaut? Non mais ça c'est un grand classique, ouais. C'est un truc. Pourquoi sur LinkedIn, on en entend beaucoup parler, de ces questions-là. Elles sont encore utilisées aujourd'hui? Tu as des managers? Oui. C'est vrai qu'en recrutement, nous, on voit de tout. On voit de tout dans l'envers du décor. Mais oui.
Enfin, tu vois, j'ai travaillé Moi, dans je me lève le différentes matin, structures. Ça va pas te faire rêver ce que je vais dire. Oui, après, en tant que candidat, tu peux essayer effectivement de rebondir, d'avoir une question qui apporte quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve pas que ce soit hyper intéressant. Non. Hyper mais ça apporte quoi en vrai? Moi, tu vois, je préfère effectivement te demander qu'est-ce qui t'a plu dans ce poste, pourquoi, qu'est-ce que tu as réalisé dont tu es le plus fier, comment tu t'en es sorti de telle situation, est-ce qu'il y a eu une situation difficile où tu t'en es bien sorti, comment tu as fait c'est vraiment plus constructif, quoi. Quelque chose de contextuel. Contextuel, ouais. Et puis d'essayer de comprendre aussi l'environnement de ton poste pour me dire, en fait, est-ce que tu vas être en mesure de faire quelque chose de chouette dans ma structure, je comprends. parce que justement, tu as déjà été en mesure de réaliser ça. Donc je trouve que c'est des questions contextuelles qui sont beaucoup plus intéressantes que... Est-ce qu'il y a des croyances en entretien qui, selon toi, sont complètement fausses? Ouais, je trouve que oublier que le recruteur, en fait, c'est pas lui qui recrute au final, c'est le manager. Ouais. Donc en fait, le brief, il a été fait par le manager. Donc, sur son besoin à lui, sur ce qu'il a besoin. Donc après, toi, en tant que recruteur, selon le positionnement que tu as dans l'entreprise, le pouvoir que tu as vis-à-vis de ce manager, je dirais l'axe de manœuvre que tu vas avoir face à lui, tu vas pouvoir négocier sur son brief. Parce que parfois, il te demande un mouton à 5 pattes. Parfois, il te met aussi des critères qui n'ont pas lieu d'être. Et effectivement, donc parfois, tu vas pouvoir lui faire moduler ce qu'il demande. Ou pareil, si le salaire te semble pas dans le marché. Parce que toi, en tant que recruteur, tu as envie de signer, tu as envie d'avancer. Souvent, c'est plutôt à la baisse que à la hausse. Oui, après, voilà, donc c'est vrai que parfois, lorsque tu as le brief du manager, tu vas pouvoir le moduler, mais parfois, lorsque tu es junior, tu ne pourras pas. Donc effectivement, toi, en tant que recruteur, tu représentes l'entreprise, tu as des critères que le manager t'a donnés et que tu essayes de respecter parce que tu es junior et tu te dis que tu vas te faire taper sur les doigts. Donc effectivement, en coulisses, tu peux essayer de négocier. Mais c'est quand même le manager qui recrute à la fin. Donc pareil aussi dans les candidats qui sont retenus. Moi, il y a eu des candidats, vraiment, je pensais que c'était la bonne personne, c'était la personne qu'il fallait prendre, c'était la meilleure pour le poste, après tous les entretiens que j'ai pu faire, mais c'est pas celle que le manager a choisie. Et donc effectivement, ça aussi, il faut l'accepter, c'est-à-dire que c'est pas toi qui recrute, c'est le manager. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et tu vois, pour en revenir aussi au sujet de diversité, forcément, quand ils vont te donner leur brief, parfois, ils vont te le donner avec certains biais. Ils vont préférer certaines écoles. Ils vont préférer peut-être un homme, une femme, quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus expérimenté. Bien sûr. Et justement, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que j'ai pu faire, c'est d'arriver parfois à faire changer des managers là-dessus. Leur proposer des candidats. Ouais, c'est ça. En fonction de déjà leur équipe. En ne respectant pas totalement du coup leur brief. Et à les convaincre, justement de les rencontrer pour qu'après, justement, ils aient changé d'avis. D'accord. Parce que vraiment pour toutes ces politiques de diversité et de diversité dans les équipes, c'est surtout au niveau des managers qu'il faut agir. Et donc effectivement, et puis après, nous, en termes de recruteurs aussi, quand tu fais tes recherches, te dire, en fait, j'ai une équipe par exemple de trentenaires, mais en fait, pourquoi je ne cherche pas quelqu'un qui a plus d'expérience plutôt que prendre comme d'habitude un trentenaire ? Donc dans ta manière de rechercher aussi, aller chercher des profils qui sont un peu différents. Quand tu es face à une équipe très masculine, en fait, pourquoi je cherche un homme à nouveau ? Je pourrais aussi regarder s'il n'y a pas une femme qui pourrait correspondre au poste. Donc effectivement, aussi s'ouvrir l'esprit sur qu'est-ce qu'on recherche, qui on recherche. Et parfois, effectivement, pas toujours respecter le brief du manager. Et dans le panel de candidats que tu lui proposes, lui proposer des profils où peut-être il n'aurait pas forcément dit oui. C'est ta plus-value aussi. Voilà. Et lui faire se rendre compte qu'en fait, ça peut très bien correspondre à son besoin. Allez, on va passer aux petites questions bonus décalées et introspectives. La question 1, est-ce que tu es plutôt CV vérité ou CV narratif qui raconte un peu une histoire storytelling ? Je pense que c'est quand même storytelling.
Parce que, alors, tu vas faire du storytelling, on va réussir à le dire, sur de la vérité. Bien sûr. Enfin, il faut pas quand même inventer les choses. Après, mais pas comment on appelle ça, des bullet points, quoi, tu vois. Comme ça, sinon, c'est pas... Ah si, je trouve que c'est pas mal à lire. C'est pas mal à lire. Parce que, tu vois, quand je recevais 1000 candidatures mensuelles, donc c'est pour ça que je te dis, en termes de playlist, je me mettais du AC/DC pour arriver à tout faire. Ouais. Parce qu'effectivement, tu as tes 1000 candidatures mensuelles, mais tu as aussi tes entretiens à faire, les réunions avec les managers, tu as d'autres missions, tu as la marque employeur. Enfin, en fait, les CV, il faut que ça soit quand même visible, quoi. Tu vas y aller très vite. Alors, avec l'expérience, tu vois vite les choses, mais il faut que ce soit lisible rapidement. Okay. Enfin, un recruteur, effectivement, il peut recevoir sur certaines annonces des milliers de CV. Quand tu reçois un CV qui sort un peu du lot dans sa présentation, dans sa forme graphique, et qui te... Tu sais, tu es dans ton flow, là, et d'un coup, tu reçois un truc avec des choses inversées. C'est gênant ou... Non, c'est pas gênant. Je dirais que c'est ni un plus ni un moins. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Okay. C'est vraiment ce qu'il y a dedans. Et le mieux, effectivement, c'est quand il y a des réalisations, quand il y a du contexte. Par exemple, oui, du contexte, des chiffres. Si c'est une entreprise qui n'est pas très connue, préciser secteur du bâtiment, structure de 10 000 personnes, contexte de forte croissance. Et justement, plutôt que de dire forte croissance, c'est contexte d'évolution du chiffre d'affaires de temps à temps. Et là, il peut mettre signature de tel marché, avec des noms de clients, justement le développement de chiffre d'affaires qu'il a pu faire. Voilà, et puis préciser, c'est sur un environnement hyper concurrentiel, donc face à telle et telle structure. Et là, on se dit, ok. Concret, quoi. Ouais. Okay. Donc effectivement, c'est quand même storytelling parce que Donc vérité, mais quand même avec un peu de storytelling qui raconte. Oui, tu vas mettre le focus sur certains éléments. Ok, ça marche. Tu préfères plutôt des entretiens en présentiel ou des entretiens vidéo à distance ? Moi, clairement, entretien en présentiel. Parce que je trouve qu'en visio, il y a quand même beaucoup de parasites de son, parasites d'image. Enfin, c'est très rare qu'on ait tous les deux une bonne connexion, un bon son. C'est hyper rare. À moins justement que tu aies du matériel de podcast comme tu as. Non, mais la plupart du temps, on a des micros qui sont pas terribles, on a des caméras qui sont pas terribles. Donc c'est un enfer, la connexion elle saute. Enfin, souvent. Puis t'as pas le même feeling quoi quand tu vois la personne c'est vrai. Physique. Et je trouve, moi souvent en fait, ce qui s'est passé, c'est que le candidat, je trouve, avait plus de mal à s'engager lorsqu'on faisait des recrutements purement en visio. Donc on en a fait pendant la période Covid. Mais je trouve qu'il a pas vu nos locaux, il n'a pas vu les équipes, il n'est pas venu sur place. Et donc, je trouvais que c'était plutôt le candidat qui avait besoin de plus d'entretiens pour se rassurer sur le poste que nous. Bien sûr. Parce que nous, on avait vu son profil, on avait détaillé point par point toute son expérience, même si c'était en visio et avec les coupures, etc., le son qui n'était pas toujours terrible. Mais l'environnement de travail, c'est important. Par exemple, la personne, c'était est-ce que j'y vais, est-ce que je signe, sachant que j'ai jamais vu les collègues. Ben oui, bien sûr. Sachant que je suis pas encore venue sur place, que je me suis pas rendu compte des choses. Donc en fait, d'expérience, moi les recrutements en visio, je trouve qu'ils ont duré beaucoup plus longtemps que les recrutements en présentiel, où là vraiment tout le monde avait pu voir tout ce qu'il avait à voir, parce que moi j'aimais bien que le candidat traverse les locaux, voit les équipes, voit l'endroit où il va peut-être travailler, aperçoive les gens, les croise, se présente. Et parce qu'en fait, pour lui, c'était un élément d'assurance. Parce que ça l'aidait justement à se projeter et à signer. Donc moi, tous mes candidats traversaient les locaux et venaient saluer les équipes, parce que eux, ça les aidait justement à se dire ok, c'est l'équipe que j'ai envie de rejoindre. Un mot qui t'énerve sur les offres d'emploi ? Ah, mais justement, tu sais, ce dont on a parlé la dernière fois, l'opportunité. Des mots qui ramènent rien de plus à la compréhension de l'offre. Je suis moins fan, effectivement, de ces choses. Une compétence qui est sous-estimée en 2025 ? Soft ou hard, peu importe, soft skills ou hard skills. Une compétence sous-estimée en 2025. Ah, tu vois, j'en vois deux.
2, allez. Ouais. Il y a déjà, je trouve qu'il y a la gentillesse. Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai écouté un super podcast hier sur la gentillesse. Il y avait quelqu'un qui en parlait ? Ouais. Fabien Olicard. Le fil mental. Eh bien, ouais. Non, vraiment, moi, c'est... Tu vois, j'en entendais parler, alors pas forcément sous ce terme-là, mais c'était Henri de Lorgeril, j'espère ne pas écorcher son nom. Écorcher son nom, c'est moi, ça me choque pas que mon nom de famille, tu vois, tout le monde l'écorche. Oui, j'imagine. Mais tu vois, c'est le cofondateur d'Avisio, et il y a beaucoup de ses contenus qui m'intéressent énormément. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a fasciné, notamment chez Avisio, c'est leur manière de développer le réseau. Ils ont une manière de faire du réseau et d'aider aussi différentes personnes. Donc Henri, il en parlait dans le podcast et il disait qu'il avait aidé pas mal de personnes sans forcément attendre quelque chose en retour, mais qu'il avait eu des effets papillons en fait de ça. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui si je suis devant toi, c'est parce que j'ai connu Julie, il y a de nombreuses années, Julie Grimm. Et tu vois, on avait eu à l'époque un super échange sur LinkedIn, sur nos métiers respectifs. On avait proposé de se voir, de déjeuner ensemble, d'échanger, de se donner des conseils, de partager sur nos métiers. C'est la force du réseau des diplômés aussi. Hein, et c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est connus et qu'elle a parlé de moi à toi, et que je suis là aujourd'hui. C'est parfait. Et tu vois, il disait hier par rapport à la gentillesse, enfin au fait d'être gentil, tu peux être gentil mais ferme, tu peux être gentil. Mais bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, il en parlait aussi dans le podcast. Il disait il y a des tas de personnes où tu n'as pas forcément envie de les aider. Ouais. Tu choisis aussi qui tu as envie d'aider. Tu peux être gentil et dire non. Oui. Vois, oui. Et puis dire stop à un moment donné. Mais effectivement, moi, ça m'est souvent arrivé, tu vois, par exemple, d'aider des candidats, parfois aussi de leur expliquer pourquoi le poste n'est pas fait pour eux, de les chasser, puis de me rendre compte qu'en fait, ça ne leur correspondra pas, et de leur dire de ne pas chercher à vendre à tout prix. Et souvent, j'ai recruté un de leurs amis, un de leurs collègues, leur femme. Parce que du coup, ils m'ont dit, c'est vrai, je ne suis pas fait pour le poste, mais par contre, j'ai en tête la personne qui serait vraiment bien pour toi. Et donc, ils m'ont mis en lien directement avec le commercial qui matchait cette fois-ci parfaitement. Donc ça, tu vois, je trouve que le réseau, c'est vraiment hyper intéressant. Le réseau aussi. Et la deuxième compétence, et ça aussi, j'en reviens à mon réflexe à la Pavlov, c'est d'arriver à rester focus. Ça, c'est de plus en plus difficile. On se disperse. On se disperse et donc d'arriver à rester... Tu as 2 super pouvoirs là, si tu arrives à les activer, la gentillesse et la concentration. En 2025, c'est vrai, tu as raison. C'est hyper important donc d'arriver à rester focus dans le bruit et de développer son réseau parce qu'effectivement, le monde est petit. Je m'en rends compte tous les jours en recrutement. Le monde est très petit. Des fois, c'est même flippant. Oui. Tiens, non, mon Dieu, encore lui. C'est vrai. Donc, gentillesse et concentration. Le focus. Ok. Et le pire cliché RH que tu voudrais vraiment faire disparaître? Il y a 2 choses au niveau des RH. Il y a effectivement, et ça on en a parlé, il y a ce sujet où on pense que derrière les annonces, il y a des robots qui trient les candidatures, qu'il y a de l'IA, etc. Moi, dans mon propre cas, je le désactivais. C'était à la mano. C'était à la mano que je faisais le tri des CV. Et donc, il y a quand même des humains derrière. Donc, le candidat, il peut aussi se dire que lorsqu'il y a 300 candidatures sur un poste et que le recruteur, il a rarement un seul poste à pourvoir, il en a souvent plusieurs. Bien sûr. Où il a peut-être 500 candidatures sur l'autre, etc. Donc, c'est un humain derrière qui a une vie, qui a des entretiens à faire, des candidats à rappeler. Enfin, bref. Et du coup, effectivement, aussi, parfois, avoir cette indulgence de se dire qu'en fait, il y a un humain et que parfois, il ne peut pas répondre immédiatement. Moi, j'essayais de m'astreindre de répondre à tout le monde. Je n'ai pas toujours réussi à le faire. Parce qu'avec 1000 candidatures mensuelles, parfois... Qui arriverait à faire ça? Moi, j'avais retiré le son sur mon ordi parce que sinon, c'était stressant. Ça sonnait quasiment toutes les secondes en termes de notifications de CV arrivant. Donc, j'avais enlevé le son. Pour ne pas être distraite, justement, on en revient au focus. Mais du coup, il y a quand même un humain derrière tout ça. Donc ça, en avoir conscience. C'est hyper important. Ok, parfait.
Bon, moi, je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien, Enso. Merci beaucoup pour Avec plaisir. pour cette petite heure. Et ça fait du bien de parler RH. J'espère que ça inspirera plein de gens pour redessiner le contour de leur carrière, ceux qui cherchent peut-être du travail demain dans une autre entreprise, une réorientation, voilà. Ouais, qu'ils n'hésitent pas effectivement à contacter les anciens de l'ESC. Carrément. Voilà, parce qu'il y a une vraie solidarité entre anciens. Et on a fait un super travail avec Guillaume. Je ne sais pas si tu as vu passer les infos. On a une nouvelle plateforme. Tu sais qu'il est de ma promo. Oui, je sais. on a créé une nouvelle plateforme qui vous permet à vous, anciens, d'éclore, de trouver du réseau, d'aller chercher des opportunités. Voilà. Canon. Donc c'est bien. Faut vraiment pas hésiter à contacter les anciens parce que si on peut, on répond à une question, on donne un coup de main, on fait passer un CV, il faut vraiment le faire. Carrément. Merci beaucoup Enso. Avec plaisir.